get you out of my mind. It's like I feel it for. Allô, Hello Lumna, ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, hein. Contextualiser aux personnes qui sont en train de nous écouter. Lumna, c'est bien Clémentine, j'ai grandi avec elle et je trouve que c'est une femme exceptionnelle qui a un parcours de folie. Dans le cadre d'apprendre l'anglais by Larissa, pour que vous puissiez être motivé pour apprendre l'anglais. Donc Clémentine, moi je l'appelle Lumna, donc je vais l'appeler Lumna tout le long, mais c'est bien son prénom Clémentine. Est-ce que je peux te présenter? Je suis chef de projet événementiel. Ok, donc tu es chef de projet événementiel actuellement. Donc est-ce que tu peux expliquer comment tu en es arrivé jusque-là? Peut-être que tu peux parler un peu de ton parcours académique. Je sais moi que tu as fait une classe européenne, donc est-ce que tu peux revenir très en arrière pour expliquer aux gens quel impact l'anglais a eu dans ta vie? Oui, j'ai pris l'option classe européenne au collège, ce qui fait que j'avais des heures d'anglais en plus et que dans ce cadre-là, j'ai participé à un échange linguistique avec l'Angleterre. D'accord. Donc j'avais une correspondante. Elle est venue chez moi, je suis allée chez elle. Ouais. C'était au collège. Ensuite, au lycée, j'ai poursuivi l'option classe européenne. Ok. Là, c'était plus spécialisé sur l'histoire géo en anglais. Ok. Et on a aussi participé à un échange linguistique. Et donc là, j'ai eu une autre correspondante qui s'appelait Emma. Et je suis allée chez elle aussi en Angleterre et elle est venue chez moi. Et c'était vraiment cool parce que c'était l'occasion de voir concrètement comment tu peux utiliser l'anglais dans la vie de tous les jours en fait. Parce que jusque là c'était juste l'anglais à l'école quoi. D'accord. Donc là j'ai pu pratiquer, j'ai pu discuter avec mes correspondantes. Donc voilà, c'était l'occasion de vraiment pouvoir pratiquer. Ce que tu as appris à l'école finalement, est-ce que ça t'a servi en fait, est-ce que ça a été une base à l'époque donc au collège pour justement échanger avec ta famille, ou est-ce que tu as estimé que ça ne servait à rien et que tu aurais pu faire ça toi-même? Non, complètement. Pour moi les bases que j'avais appris à l'école elles étaient indispensables en fait. Ok. Parce que tu en as besoin pour ne serait-ce pouvoir construire une phrase et te faire comprendre. Après même si tu parles pas anglais couramment, mais au moins tu as déjà des bases qui te permettent de te débrouiller et de pouvoir te faire comprendre. Génial. Et donc ça pour moi c'est la base. Et après bien évidemment le fait de rencontrer des jeunes de mon âge et de pouvoir parler de sujets qui nous touchaient à ce moment-là en tant que jeune adolescente. Ouais. C'était vraiment le plus pour développer. Et du coup quand il y avait sûrement des fois où on avait des conversations où je connaissais pas tous les mots, mais du coup j'essayais de me faire comprendre autrement, ou alors je cherchais les mots, je paraphrasais, et du coup on se comprenait tous les deux quoi. Ouais, mais donc du coup t'apprends sur le tas, puis t'apprends les mots et puis voilà quoi. C'est ça. Ok. Et tout du vocabulaire et tout. Donc ça c'était au collège. Ouais, collège et lycée. Ok. Ensuite, à la fac, j'ai décidé de poursuivre mes études dans les langues étrangères. Donc j'ai fait la licence LEA. D'accord. Quelle langue tu as étudié en langue étrangère appliquée et est-ce que ça t'a apporté? J'ai poursuivi avec l'anglais et l'italien. Ok. En anglais, ça m'a permis de me perfectionner, d'apprendre le vocabulaire du monde du travail et aussi de mieux comprendre la culture américaine et anglaise. Après donc ta licence à LEA, est-ce que tu avais l'impression d'avoir appris... Donc vous entendez les voitures, c'est normal, parce que je suis dehors, c'est chill ce podcast. Donc, du coup, est-ce que après donc tes 3 années, tu as l'impression que tu ressors grandi de cette licence et que ça t'a apporté vraiment un niveau confirmé en anglais? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton niveau post-licence d'anglais? C'est sûr que ça m'a permis de me perfectionner, ouais, de m'améliorer et d'élargir surtout mon vocabulaire. Après, pendant cette période-là, j'assistais parfois à ce qu'on appelle le café anglais. Donc il y avait quelques profs qui venaient d'étrangers. Il y avait un Irlandais, des Américaines. T'étais déterminée en fait. Hein, parce que alors je le rappelle, on a quand même 12 heures d'anglais
et l'espagnol, on a 2 langues, et puis je crois que maintenant ça a changé, c'est 3, mais on a 2 langues et on doit avoir le même niveau dans les 2 langues. Et donc en plus, toi, Lina, t'allais au café anglais à côté de la fac pour pratiquer. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'apprendre la culture du pays qui parle cette langue-là, et de vraiment échanger, comme si tu échangeais avec des potes, en fait. Ouais. Parce que les cours, c'est cool, tu vois, t'apprends, mais ça reste quand même très sérieux, c'est de la traduction, c'est de la grammaire, ce genre de choses, et des fois, t'as juste besoin de parler, en fait, parce que je trouve que le système français, il nous fait pas assez pratiquer. Pas assez de présentation, pas assez de... Surtout à l'oral, en fait, parce que nous, les Français, on a du mal à parler, je sais pas, on a une gêne de pas dire les bons mots, ou de pas avoir le bon accent et tout. Et le fait de pouvoir pratiquer avec des natifs, tu vois, des gens dont c'est vraiment la langue maternelle, l'anglais, bah, je trouve que c'est encore mieux, en fait, et surtout dans un contexte plus chill, quoi. Oui, et puis ça permet aussi, c'est aussi une façon économique aussi de pratiquer sans devoir partir aux États-Unis ou dans quelconque pays anglophone. Quand on est étudiant, c'est aussi un moyen très efficace. C'est clair. Je suis d'accord. Et ensuite ouais, donc en fait en dernière année de licence, on avait le choix entre partir en Erasmus ou faire un stage. Moi, à l'époque, je pouvais pas partir à l'étranger, donc j'avais pris l'option stage. Et j'avais fait un stage aux relations internationales de l'ONG ATD Quart Monde. D'accord. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ATD Quart Monde ce que c'est brièvement? Ouais, en fait, ATD Quart Monde, c'est simple, c'est une ONG qui se bat pour lutter contre la misère et l'exclusion, en allant le combat sur l'accès aux droits. Ok. Et du coup, dans ce cadre-là, bah, j'ai rencontré... donc c'est grâce à eux, donc ATD Quart Monde, c'est grâce à eux si on a la CMU, faut le dire. C'est grâce à eux qu'on a la CMU, qu'on a le RSA, bon avant, c'est eux qui ont créé le RMI, qui est devenu RSA, la loi DALO qui permet aux personnes... Bon, on s'étend pas, mais c'est juste pour voilà, donner une idée globale de ce que c'était et puis donner une petite ligne de culture. Donc j'ai fait ce stage-là aux relations internationales. Du coup, j'avais des collègues qui venaient de un peu partout sur la planète, et ça m'a permis d'utiliser mes compétences dans un domaine des droits de l'homme, etc. Voilà. Tu as traduit un ouvrage, donc c'était un ouvrage qui était en anglais que tu as traduit toi en français, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors attends, j'ai un doute parce que je sais plus dans quel sens c'était. Ok, mais bon, peu importe du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Ouais, voilà. Ensuite, après cette expérience de stage, j'ai poursuivi vers mes masters 1 et 2. Et là, je me suis orientée côté culture. D'accord. Et donc là, tu étais où à ce moment-là? Parce que tu as la licence, donc tu l'as fait à Besançon. Et après, donc c'est à Paris que tu as poursuivi tes études. C'est ça. En Ok. région parisienne. Voilà. Pour moi, c'est très lié langue, culture, etc. Donc, j'ai voulu me spécialiser plus dans la culture. Quand je dis culture, c'est maintenant ce que je suis devenue, c'est dans l'organisation d'événements culturels, spectacles vivants, etc. D'accord. Et quand tu as fait ton master, donc est-ce que tu avais encore de l'anglais ou plus du tout à ce moment-là? Oui. Alors, j'ai toujours eu de l'anglais. Donc, en master, on avait toujours des cours d'anglais. On avait beaucoup moins d'heures par rapport à ceux dont j'étais habituée. Mais voilà, ça permettait quand même d'entretenir. Exactement. Ça marche. Voilà. Et après, ensuite, à la fin du master, tu as fait un stage, tu as intégré le milieu du travail. Alors, en master 1, j'ai fait un stage de 3 mois dans un festival de danse. D'accord. Sur l'île de la Réunion. D'accord. Donc là, j'ai un peu pratiqué l'anglais, oui. Mais pas déterminant, quoi, du coup. Ouais, mais parce qu'on avait des artistes étrangers. D'accord. Donc il fallait bien les accueillir et pouvoir communiquer avec eux. Donc l'anglais m'avait servi à cette époque-là. Ok, donc une de tes missions était d'accueillir les artistes au sein de dire c'est quelle organisation? C'est une organisation, c'est quoi? C'était l'association MOVA et le festival Danse Pays. D'accord, donc toi, dans le cadre de cette association-là, tu avais quel poste? Donc moi j'étais en tant que chargée de communication. Ok. Après on était une petite équipe, donc en période de festival c'est un peu multitâche.
Oui, j'imagine. Puis en Ouais. plus, quand t'es en stage, t'es forcément multitâche. Hein. Oui, voilà. Donc du coup, voilà, j'étais aussi en lien avec les artistes, l'accueil des bénévoles, voilà, tout ça, quoi. Ok. Voilà. En master 2, j'étais en alternance. Ok. Je travaillais pour une compagnie de théâtre et danse. Donc toujours dans la En tant culture. Ouais, en tant que coordinatrice de projet. Et l'anglais là-dedans, oui, non, pas trop. Et là, non, pas spécialement, parce que c'est des projets plutôt français. Ok, ça marche. Français. Et ensuite? Et ensuite, une petite période de galère pour trouver du travail parce que la culture, c'est pas le secteur qui recrute le plus. D'accord, donc quelle a été ta stratégie? Ma stratégie a été de trouver un job alimentaire. Entre guillemets alimentaire en attendant de pouvoir trouver ma licorne. D'accord. Et j'ai fini par trouver cette licorne. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Donc en fait, j'ai commencé à travailler avec le festival Fusion Concept. Ah oui, c'est là que tout a commencé, donc explique. Exactement. Parce que du coup, moi je connais même pas cette histoire. Je t'écoute. En fait, c'est juste une rencontre. D'ailleurs, j'avais contacté à l'époque où je cherchais une alternance. Ah oui, non mais attendez, bon je te coupe Limna. Alors ce qu'il faut savoir, parce que donc Limna vous parle de Fusion Concept, etc. Donc qui est donc une association de danse. On va dire, c'est une association de danse, si je me trompe pas. Oui. Une association de danse. En tout cas, vous pouvez retrouver sur Instagram, si vous tapez @Fusion Concept sur Instagram, je pense que vous retrouvez. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la danse n'a pas été choisie au hasard. Étant plus jeune, oui. Après notre bac, nous avons créé un groupe de danse ensemble. Et donc, on a créé un groupe de danse on était 5 filles en tout. Et on a commencé à faire des shows sur plusieurs thèmes, comme la journée du refus de la misère, la journée de la femme et d'autres événements qui avaient lieu au sein de notre ville. On a également fait des concours à Paris via la chaîne, c'était quelle chaîne déjà? France O. Et on avait aussi réussi à trouver un sponsor pour avoir des survêtements. On dansait en fait pendant les mi-temps du handball du club de notre région. Et du coup, ça nous a permis de financer pas mal d'autres projets et voyages. Et donc, du coup, je me permets de faire cette grosse parenthèse pour vous expliquer d'où cette volonté, cette passion pour la danse qui revient donc quelques années plus tard avec le master et qui fait qu'elle travaille donc maintenant qu'elle a le rôle actuel. Réembranche. Maintenant que j'ai fermé la parenthèse, réembranchement. Non mais t'as eu raison. Pour moi, c'est tellement évident que oui, du coup, c'est pour ça que j'explique. Ouais. Du coup, Fusion Concept, comme je disais, ça s'est fait d'une rencontre. J'ai été bénévole en 2017, vraiment chez un coup de main à Canon, qui est le créateur du festival. Ok, donc Fusion Concept, juste pour expliquer, parce que les gens ne connaissent pas du tout, j'imagine que très peu connaissent. Donc c'est quoi concrètement? Ça organise combien de festivals? Où, quoi, comment, quand, où, quoi, qui? Alors, Fusion Concept, c'est un festival international de street dance. Ok. Qui est organisé par le collectif d'artistes Ghetto Style. Ok. Et donc, qui consiste à faire quoi? Alors, désolée, je me permets je peux le tout, c'est pour que vraiment les gens ils suivent, parce que sinon ils vont se perdre. Fusion Concept, ça se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est une tournée internationale qui permet d'aller dans environ 7-8 pays pour repérer des talents. D'accord. À travers une compétition, parce que voilà, on fait de la street dance, donc et battle. Ok. Battle, c'est un défi de danse, entre deux personnes. Ouais. Voilà. Donc en gros, c'est un appel à projet chaque année. On a des partenaires dans les pays qui veulent organiser. On collabore avec eux, on organise l'événement avec eux chez eux. On se déplace, on repère les talents. Le concept, c'est une compétition qui se fait. Il faut être 2 danseurs pour participer. C'est une compétition en binôme. Donc les deux meilleurs danseurs de chaque pays sont ensuite invités à participer à la finale internationale qui a lieu à Paris. Ok, j'entends beaucoup le mot international. Donc du coup, tu parles, j'imagine, quelle langue? Tu parles pas chinois? Tu parles quelle langue? Non, alors là, je parle principalement l'anglais. D'accord, plus que le français. Toute cette phase-là d'organisation avec les pays partenaires, oui, c'est l'anglais qui nous sert de base commune pour échanger, quoi.
Donc voilà, j'ai pu travailler avec des Brésiliens, des Kazakhs, des Chinois, des Allemands, des Américains, D'accord. des Algériens, bon, on parlait en français, mais voilà quoi. En gros, durant toute cette phase d'organisation, de préparation des événements dans les pays, c'est l'anglais. Ensuite, pareil, quand je voyage sur place, c'est principalement l'anglais. Ok. Voilà, donc ça c'était l'étape 1. Ok, donc finalement, si je comprends bien, si tu parlais pas anglais, ça serait un gros frein à toute la gestion des personnes et la communication finalement. Oui, complètement. Ok, bah, je le rappelle, hein. Parce que oui, c'est vrai qu'on est là pour parler d'anglais. Non, on est là pour parler en général, mais en fait, ce que je veux aussi dire aux auditeurs, c'est que, voilà, déjà, c'est pour les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur apprentissage de la langue anglaise. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de surligner à chaque fois ces passages-là pour leur montrer l'importance. Voilà. Oui, t'as raison. Donc là, j'ai parlé de l'étape numéro 1, qui est la tournée mondiale. Ensuite, le festival a lieu à Paris. Okay. En général, c'est la dernière semaine d'août et à cheval sur le premier week-end de septembre. Okay. Qui se déroule donc du coup sur plusieurs jours. On propose des ateliers, des cours avec des professeurs de renommée internationale. D'accord. Par exemple, qui t'as ramené, je sais, c'est qu'on peut dire que tout le monde connaît, les Twins. Les Twins. Pour rappeler qu'ils sont des danseurs français qui ont dansé pour Beyoncé. Donc voilà. Et plein d'autres, mais je dis Beyoncé parce que c'est Beyoncé, quoi. Donc je disais, on propose des ateliers avec des danseurs de renommée internationale et je voulais juste préciser que Fusion Concept, c'est un festival de street dance et on met vraiment en avant le côté freestyle. Dans le hip-hop, il y a plusieurs familles et styles et catégories de danse. Et vous mettez en avant les freestyle. Et nous, on met en avant le côté freestyle, c'est-à-dire qui rassemble toutes ces catégories et qui rassemble également d'autres catégories, d'autres street dance qui sont pas forcément hip-hop pour tous, mais qui font partie de ce domaine. Donc l'amour de la danse, c'est bien. Ouais, on a invité les Queens, on a invité les créateurs du Crump, qui sont Tai Eyes et Mio. D'accord. Voilà, on a des gros blazes, on a des Bebop qui est un Américain qui a fait d'énormes projets aussi aux États-Unis. Voilà, on essaie vraiment de ramener des gens qui sont plutôt rares à avoir, à battle freestyle, ouais, et qui sont surtout appréciés et suivis par notre communauté. Donc du coup, si je comprends bien, parce que là t'en parles avec passion, t'as même parlé beaucoup de la description de ce que tu fais, et j'en reviens donc à toi. C'est génial en fait, tu fais ce que tu aimes, et en plus tu parles aussi les langues que où t'avais mis l'accent non pas par ta licence, par aussi tes études au collège où tu faisais une section européenne. Moi je voulais savoir, j'ai une curiosité, tu as visité combien de pays depuis que tu travailles sur Fusion Concept en tant que chef de projet? On va faire la liste ensemble. Juste pour terminer sur Fusion Concept, il faut aussi notre finale mondiale, qui est notre main event du festival, et qui rassemble donc les danseurs qu'on a sélectionnés pendant la tournée, plus nos guests. Donc là, c'est vraiment des équipes de 2 avec des blazes, on va dire, des têtes d'affiche. D'accord, des têtes d'affiche. Ok. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse pour terminer sur Fusion Concept. Pour en revenir à la liste des pays, j'ai commencé par, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait l'île de la Réunion 2 fois, c'est la France, mais voilà, c'est quand même un long voyage. Le Brésil, la Chine, le Kazakhstan, l'Allemagne. Ouais. Je crois que ça s'arrête là. D'accord. Et comme je ne fais pas que Fusion Concept, en fait, je vous ai dit chef de projet événementiel, mais en vrai, j'ai plusieurs casquettes. D'accord. Donc j'ai cette casquette Fusion Concept, organisation, coordination, gestion des partenaires, etc. Oui. Chargée de production. D'accord. Parce qu'en fait, comme je disais, le projet est parti de Fusion Concept, mais on a voulu quand même développer les activités de l'association autour du festival. Et la première chose qu'on a commencé à faire, c'est d'accompagner des artistes, donc des danseurs, sur la professionnalisation. On s'est rendu compte qu'on a quand même beaucoup de danseurs qui sont très forts,
mais qui n'ont pas forcément de statut. De production. Qu'est-ce que tu fais pour eux Très concrètement, ça veut dire que nous, on a une culture qui permet de pouvoir déjà, ne serait-ce que rémunérer les danseurs. D'accord. Et leur permettre d'avoir accès au statut d'intermittent du Le spectacle. statut d'intermittent du spectacle est difficile à obtenir finalement. C'est ce que tu essaies de me dire? En fait, pour te parler français, les danseurs hip-hop, en gros, dansent soit d'ailleurs gratuitement, soit au black, et ont un autre job alimentaire pour pouvoir vendeur chez H&M pour pouvoir payer les factures et avoir un statut dans la société. D'accord, ok. C'est une belle info, en tout cas c'est un beau travail de fond que vous faites, pour lequel vous militez. Et du coup, moi je voudrais savoir, finalement, tu as parlé de ces 7 pays que tu as visités. Quelle est la langue que tu parlais le plus finalement? C'est l'anglais. Sur l'anglais, d'accord. L'anglais. Du coup, je me demandais quand même. Après, c'est marrant parce que du coup, tu vois d'un pays à l'autre les différences de niveau. Et d'accent, j'imagine. Ouais, voilà. Ok. Mais bon, ce que j'ai pas précisé, mais qui peut être intéressant, c'est que en fait, nos comptes sur les réseaux sociaux sont principalement rédigés en anglais. Ok, donc en fait, si tu parles pas anglais, c'est mort. Ah ouais, c'est mort. Par rapport aux autres projets que j'ai pu faire à Londres et à Los Angeles, c'est que là, c'était vraiment des grosses structures en fait. Ok. Où tu peux pas, c'est pas comme quand tu parles avec un danseur où tu peux un peu. Organiser des conférences ou ce type ou même des réunions ou des rendez-vous. Oui, il faut vraiment maîtriser la langue pour pouvoir te vendre, quoi, parce que c'est une association où vous vivez de fonds extérieurs, donc il faut convaincre ces personnes, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ok. Du coup, voilà, mon expérience la plus longue dans un pays anglophone, oui. J'ai pu vraiment pratiquer l'anglais, et c'était le dernier projet en date, donc qui était à Los Angeles. Génial. Après le confinement. À bientôt. Ok. Génial. Quels sont tes conseils que tu donnerais pour le mot final? Pour vraiment bien apprendre une langue et limite sans s'en rendre compte, faut juste le faire de façon agréable. Si t'es sociable et tout, pour avoir des occasions de rencontrer des gens qui parlent anglais, plus à fond dans tout ce qui est séries, films, etc. Tu vas plus regarder des séries et des films en anglais. Et passionné par un sport, je sais pas, t'es passionné de basket, fais-toi les matchs de la NBA, tu vois, que ça tu regardes en direct, tu entends les commentaires et ça te familiarise. Exactement. Et sans t'en rendre compte, tu vas apprendre. C'est ceux qui regardent les tutos make-up en anglais, sport en tutti quanti, en cuisine en anglais. Moi, je le fais sur la chaîne d'ailleurs. Je commence à le faire doucement, piano. J'aime bien parler italien de temps en temps. En tout cas, Limna, Clémentine, je te remercie pour cet échange que j'ai trouvé riche et puis très vite de toute façon, après le confinement. À bientôt. À bientôt.